Voilà, on va démarrer. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue ce soir à la Monnaie de Paris pour le 1er avril. Avant de laisser la parole à Xavier Bourbon qui va s'exprimer sur l'ouvrage monumental qu'il a écrit avec Philippe Terret sur le franc d'Augustin Dupré, je vais vous présenter l'ouvrage qui avait été élaboré par le musée Carnavalet il y a 20 ans sur Dupré déjà. Donc, cet ouvrage circulera dans la salle. Et je vais laisser la parole à Laurent Schmitt qui va vous parler des prochains rendez-vous ce week-end, notamment la SFN, le salon de hier. Bien, bonsoir à tous. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de la Monnaie de Paris. Donc, pour une soirée un petit peu spéciale, puisque nous allons entendre Xavier Bourbon qui va nous présenter sa conférence avec Philippe Terret, qui est en liaison avec nous depuis le Brésil, et donc qui aura peut-être à intervenir, à compléter la vision de cet ouvrage qui a demandé beaucoup de travail, vous allez le voir. Mais avant toute chose, donc, je voulais premièrement accueillir tous ceux qui sont venus ce soir, qui ont fait le plaisir de nous rejoindre, et nous sommes très heureux de les accueillir pour cette conférence. Et d'autre part, vous signaler quelques points. Donc, la Sénat, c'est aussi de l'actualité. Je vous rappelle que donc, dès demain, vous aurez une journée spéciale consacrée aux jeunes doctorants à la SFN, donc la Société française de numismatique, à partir de 14 h, et qui permettra d'écouter 4 conférences, dont celle de Bruno Jallet, qui est un de nos membres, donc, et qui présenteront des sujets différents au niveau de leur thèse qu'ils sont en train de préparer. Ensuite, nous accompagnerons par la pensée de notre président Olivier Charlet, qui s'en va à Hyères pour le salon de Hyères, où il représentera la Sénat ce week-end, samedi et dimanche. Je vous rappelle aussi qu'à partir de lundi, vous voyez, on voit que la Covid est quand même un petit peu passée, qu'on a une reprise de vie. Hein. Donc, dès lundi, vous aurez un colloque à Orléans dans le cadre de la liaison Atmos qui présentera les conclusions finales des travaux consacrés en particulier aux analyses monétaires par le Centre Ernest Bablon sur les bronzes Sénon. Donc, ça se tiendra lundi et mardi matin à la salle Dupont-Loup à Orléans, pour ceux qui veulent le rejoindre. Et la semaine prochaine, la Sénat sera présente aussi au salon de Saint-Cyr-sur-Loire avec Philippe, Jean-Christophe Bertrand et moi-même, où nous représenterons la Sénat, et nous avons des liens très importants avec cette association, l'association numismatique de Touraine. Et d'autres choses seront annoncées dans les mois à venir, et vous les retrouverez, ces informations, qu'elles soient présentes ou passées, sur à la fois le site, via Facebook et la Sénat, et aussi, bien sûr, dans nos cahiers, qui restent notre organe principal de liaison. Et maintenant, je laisse la parole à Xavier, donc, je voulais, parce que certains, tout le monde ne le connaît pas, et je voulais le signaler ce soir, nous avons la présence donc, du graveur général de la monnaie, que c'est quelqu'un d'important à la fois pour la monnaie et aussi pour l'histoire, parce qu'il est dans la droite continuité d'un graveur général, d'Augustin Dupré. Et donc, nous avons la présence de Joaquin Jiménez, qui est parmi nous, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de venir nous rejoindre. Et nous sommes aussi très heureux de vous accueillir tous. Nous avons aussi la présence de Jean-Marie Nardis, qui fut notre archiviste à la Monnaie de Paris, et sans qui le livre dont on va parler ce soir n'aurait pas certainement jamais pu paraître ni avoir le jour s'il n'avait pas fait ce recollement d'archives qui aujourd'hui sont déposées à Savigny-le-Temple, où nous avons eu plusieurs fois l'occasion de travailler, puisque nous en sommes à plusieurs centaines de milliers de pages réunies, et donc qui permet aujourd'hui d'arriver à ce travail en reliant à la fois le papier et les monnaies, ce qui est indissociable. En tout cas, merci à tous et bonne conférence. Merci Laurent pour cette introduction. Je fais passer. Merci pour cette introduction. Puis bonsoir à tous. Alors, ce soir, on va évoquer Augustin Dupré et le travail qu'il a fait en tant que graveur général, mais pas que. Donc j'aurais pu, si j'avais été pris un tout petit peu à l'avance, j'aurais pu effectivement l'intituler d'un graveur général à un autre, dans la mesure où nous en avons
un dans la pièce. Je veux dire, pour commencer, je voudrais m'excuser, il y a une coquille sur le premier transparent. Ouais, si j'avais voulu rester dans le thème, j'aurais pas mis 1er avril 2022, j'aurais mis 11 Germinal 230. Parce que telle est la date. Nous sommes le 11 Germinal 230. Bon, on a repris notre calendrier, donc nous sommes le 1er avril. Donc cette présentation, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment un résumé et qui est une synthèse. Hein. Vouloir être exhaustif sur un ouvrage comme celui-là, c'est très compliqué. C'est un travail qu'on a mené avec Philippe Terret. Donc, il n'est pas là présent physiquement ce soir, mais par le truchement de la technologie, même à plusieurs milliers de kilomètres, il est bien là avec nous. Et donc, on a travaillé pendant un certain nombre d'années. Alors, Jean-Marie Darnis, qui est là aussi avec nous, y est pour beaucoup, parce que ça a été... il a guidé quelque part nos premiers pas au milieu des archives. Et c'est quelque chose qui, effectivement, sans sa présence et le travail qu'il a fait autour des archives, jamais ça aurait pu voir le jour ni être structuré de cette manière-là. Alors, cet ouvrage, c'est le fruit d'un travail de très longue haleine. C'est un livre qui est très volumineux, hein, il fait plus de 1100 pages. Il est paru au mois de novembre dernier, mais dans ses prémices, en fait, on l'a débuté il y a quasiment 20 ans. C'est un travail de très très longue haleine, par petites touches, et puis ces petites touches ont commencé à prendre forme et on a souhaité lui donner une forme. Et il ne traite en fait au départ dans l'idée que du passage au système décimal. Donc d'une période qui est relativement courte, hein, qui est globalement 10 ans de notre histoire monétaire, hein, entre 1793 et 1803. Et il repose pour l'essentiel sur un fonds d'archives monétaires qu'on a été consulté, qu'on a photographié. Laurent évoquait plus de 100 000 pages, mais en fait, le décompte, il y a plus de 150 000 pages. Alors, sur toute la période franc, hein, 1793-2002, plus de 150 000 pages photographiées et environ 30 000 sur la période cible de la petite dizaine d'années qui nous occupe. Donc, les principales sources, bien évidemment, sont les archives, au départ, les archives de la Monnaie de Paris, mais on a été aussi aux archives du département des monnaies, médailles et antiques de la BNF, donc pas forcément très très loin d'ici, hein, mais qui a aussi alimenté très très largement nos sources. Et il est apparu un petit peu plus tard, mais très utile d'aller aux archives nationales et aux archives départementales permettant de compléter, parce qu'on a couvert tous les ateliers en fait qui ont travaillé à cette période-là. Ça a permis en fait de compléter de manière très très significative les informations qu'on avait déjà glanées par ailleurs. Donc, vous avez là une petite illustration. Alors, la photo en haut au centre, hein, je ne sais pas si tout le monde voit la main, là, cette photo-là, en fait, c'est l'entrée du service des archives à Savigny-le-Temple, ou la salle de lecture qui se trouve quelque part là, au deuxième. Vous en avez une vue intérieure là. Donc, il y a une équipe restreinte, mais une équipe très, très efficace qui a travaillé autour de cette collation d'informations. Et donc, ça a été un travail de groupe, hein, même si là, je suis quelque part leur seul représentant ce soir, mais il y a du monde derrière. Alors, comme je l'évoquais, c'est un travail qui, au départ, n'avait que, c'est un petit peu restrictif, mais enfin, on avait dans l'idée de couvrir les travaux monétaires et de Dupré à cette période-là, donc tant qu'il était graveur général des monnaies, donc sur une période très courte et qui est vraiment la période du passage au franc, hein, au système décimal et au franc. Sauf que rapidement, il est apparu intéressant, important, nécessaire, parce que ça agrégeait une information qui était importante dans ce contexte-là, d'arriver quelque part à avoir un catalogue raisonné de l'ensemble de ces œuvres, parce que bien loin d'avoir été simplement graveur général des monnaies, il a été graveur, il a été médailleur, et on a essayé de lui rendre hommage quelque part en rassemblant tous les éléments qu'on pouvait et qui sont, je pense, pas très loin, très très loin d'être exhaustifs aujourd'hui.
Alors, entre sa biographie, ses travaux et tout ce qu'on a pu récolter comme information, ça représente le premier chapitre et toutes les annexes. Ben, rien que ça ferait un livre en soi parce que c'est quelque chose qui fait à peu près déjà 300 pages. Donc, ça ferait déjà en soi un ouvrage qui serait dédié exclusivement à sa vie de graveur, sa biographie, à son travail. Et l'ensemble des autres chapitres, en fait, traitent de toute la partie monétaire. Alors, ça fait quand même 800 pages. Donc, on a eu le temps de détailler tout un tas de choses qui sont à la fois des aspects administratifs, des aspects techniques, des aspects d'organisation, des aspects de personnel. Il y a vraiment tous les aspects qui sont couverts. Et par atelier, enfin chaque atelier ayant travaillé à cette période-là a son propre chapitre. Alors les niveaux d'information sont différents suivant les cas. Donc il y a des chapitres qui sont très très étoffés, d'autres beaucoup moins. Mais chaque atelier a un chapitre dédié décrivant ce qui s'y est passé. Alors, ça nous a obligé à faire des recherches un petit peu élargies parce que j'ai commencé par, effectivement, les archives de la monnaie, la BNF, mais ça nous a obligé à voyager un peu en France déjà, parce qu'il y a des institutions qui détiennent un certain nombre d'œuvres de Dupré. Donc, vous en avez un certain nombre ici, comme le Musée des Arts Déco, le Louvre, le Musée des Arts et d'Industrie, le MAI de Saint-Étienne, qui détient une très belle collection, Carnavalet. Mais ça nous a obligés aussi à aller voyager aux États-Unis, en Autriche, en Suisse, en Grande-Bretagne, dans différentes institutions. Alors, il a parfois fallu forcer un petit peu les portes, se montrer et puis argumenter autour de ce dont on avait besoin. Mais au final, en expliquant la démarche, en expliquant le fond, bien des portes se sont ouvertes. Et il y a même des échanges qui ont lieu, des échanges et des liens qui se sont créés avec certains, qui nous ont permis d'avoir accès à des documents qui, depuis 200 ans, n'avaient jamais vu de lumière. Donc ça nous a obligés, c'est riche en fait d'enseignement et à la fois riche de contacts derrière ce travail-là. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Augustin Dupré et sa biographie, donc, qui occupe le début de l'ouvrage. Alors, des biographies de Dupré, en fait, jusqu'à présent, il en existait 3. Il y a celle de Blanc, donc la première édition datant de 1870, il y a celle de Saunier de 1894, et il y a ce qui avait été fait et complété par Rosine Trogan et Philippe Sorel en 2000, dans le cadre de l'expo que Carnavalet avait consacré à Dupré, et avec leur catalogue, donc, qui circule dans la pièce, qui est donc quelque part, ils avaient commencé véritablement une biographie fouillée de Dupré. Alors en particulier, ils avaient cherché, ils avaient trouvé un certain nombre de choses en épluchant des archives notariales et en particulier en ayant mis la main sur le contrat de mariage de Dupré. On a complété, on est parti de ce travail-là. Il y a un certain nombre de choses qui figurent et un certain nombre de liens qui nous ont permis d'aller fouiller plus loin, en particulier au niveau des archives notariales, où on a retrouvé le testament de Dupré, qui n'avait jamais été publié jusqu'à présent. On a trouvé aussi un certain nombre de choses. Alors là, je cite enfin en bas de page un point qui fait écho à la première biographie écrite par Charles Blanc. On a trouvé aussi un certain nombre d'informations sur ses acquisitions immobilières, et en particulier la maison qu'il avait à Auteuil. Et c'est là qu'en croisant ces informations-là, les dates, et puis ce qui s'y est passé, très certainement, la relation que Dupré et Franklin avaient, puisqu'ils se connaissaient, ils étaient en relation, mais très certainement, elle a été largement romancée par Charles Blanc, pardon, dans sa biographie de 1870. Donc, il y a certaines choses, par petites touches comme ça, des choses qu'on a complétées, qu'on a un petit peu rectifiées, mais qui donnent vraiment une vision d'ensemble de la biographie d'Augustin Dupré. Alors, j'évoquais tout à l'heure un catalogue raisonné des œuvres de Dupré. Il y a quoi?
il y a énormément de choses qui sont de nature complètement différente. Il y a bien évidemment toute son œuvre monétaire en tant que graveur général, mais il y a aussi, Dupré était aussi médailleur, il y a énormément de médailles, et en particulier avant tout son travail monétaire pour la France, il y a tout un tas de médailles pour les États-Unis qui ont été décrites et dont nous avons réussi à récupérer des illustrations de tout un tas d'ébauches et de toute la trame, en fait, concernant le travail. Le livre de Trogon et Sorel est un catalogue, en fait, de ce qui est détenu au musée Carnavalet. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en fait une illustration en face de tout ce qui ne figurait pas dans ce catalogue-là, de manière à avoir une vision, d'avoir quelque chose de très visuel et de très illustré. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et il y a une voiture qui passe pas loin. De manière, donc, vraiment, le souci qu'on a eu, c'était d'avoir quelque chose de très illustré, de manière à ce que visuellement, la démarche, parfois complètement illustrée, soit présentée dans un ordre qui permette de comprendre en fait la démarche, qui permette de comprendre les étapes par lesquelles il est passé. Et en fait, il y a pas mal de choses, alors, partant de ce travail qui datait de 2000, il y a pas mal de choses qui sont parues, et en particulier une vente en 2014 qui nous a permis de découvrir un certain nombre de choses qui n'étaient décrites que de manière manuscrite. Et là, on a eu sous les yeux les dessins, les ébauches, un certain nombre de choses. Et on a même réussi à récupérer des dessins qui sont revenus en France, qui ont été rachetés en fait aux professionnels américains qui avaient acheté en bloc l'intégralité du lot. En un lot, il y avait tout raflé. Ça avait été vendu comme ça. Et donc on a repris contact avec lui et modulo encore une fois un certain nombre d'explications et de expliquer la démarche. Il a accepté de nous céder un certain nombre de dessins. Donc ça, c'est un travail qui était un travail de jeu de piste, parce que ces œuvres, en fait, ça se présente sous des formes vraiment très, très variées et très disparates. Autant une monnaie ou une médaille, c'est quelque chose, par essence, c'est quelque chose qui est multiple. Alors que toutes les étapes qui précèdent, que ce soit les brouillons, les ébauches, les dessins, que ce soit des cires, des plâtres, que ce soit des poinçons, des matrices, jusqu'à des clichés en étain et des épreuves, tout ça sont bien souvent des objets qui sont des objets uniques et qui ont été dispersés. Alors là, vous avez l'exemple de la médaille de Daniel Morgan à la bataille de Coppens. Il y a un dessin qui est détenu par l'American Philosophical Society. Il y a peu ou prou un dessin qui lui est très proche, qui est détenu par le château de Blérancourt. 2 exemplaires uniques. Il faut de nouveau traverser l'Atlantique pour trouver une cire à la Boston Public Library qui détient aussi un poinçon. Et pour finir, il faut revenir chez nous. Et le MAI à Saint-Étienne détient un cliché en étain de cette médaille. Donc c'est en présentant et en assemblant, d'où le jeu de piste en fait qui nous a conduit un petit peu partout. C'est en assemblant en fait tous ces éléments-là qu'on prend un petit peu la mesure du travail. Et en fait, c'est les regrouper fait sens dans ce développement-là, permettant en fait de suivre toute la démarche de production, alors là, en l'occurrence, d'une médaille. Donc ça, c'est un travail qui a été un travail très très long parce qu'il a fallu vraiment chercher et pister tous les documents. Donc là, Internet est très, très pratique pour ça, mais pas que. Donc, il a fallu aussi jouer des coudes pour forcer parfois, encore une fois, certaines portes parce que les documents ne sont pas forcément accessibles. Alors, si on passe vraiment à la partie monétaire, d'où est-ce qu'on est parti? On est parti en fait de la première monnaie du système décimal. Alors ça, c'est une monnaie, moi je dis qu'elle est mal aimée, qu'elle se trouve nulle part.
Parce qu'en fait, c'est une monnaie qui est exprimée dans le système décimal, mais qui précède à peu près d'1 an le passage au franc. Donc, en fait, elle est dans le système décimal, mais elle n'est pas en franc, celle-là, malgré ce qu'on pourrait penser. C'est une pièce de 5 décimes, mais elle a été frappée à peu près 1 an avant le passage officiel au franc. Elle a parfois été appelée comme un assignat métallique. Moi, je l'appelle plutôt première monnaie commémorative. Parce qu'en fait, elle commémore le premier anniversaire de… Et là, il faut se reporter à cette gravure-là. La première fête, enfin, le premier anniversaire, je vais dire, le premier anniversaire d'une fête qui avait été montée de toutes pièces par David, dite fête de la Fédération, Régénération française, c'était vraiment le clou du spectacle. Donc, c'est une monnaie commémorative qui est exprimée, la première dans le système décimal, mais pas en francs. Et là, on a encore une fois toute la démarche du dessin le plus complet, jusqu'à certains outils, puisque là, vous avez un poinçon, alors les deux étant détenus aujourd'hui par le musée Carnavalet, des épreuves en étain, des clichés en étain, des clichés unifaces, jusqu'à la monnaie complète. Donc là, on a toute la démarche. Et ce qu'on a découvert à l'occasion du travail autour de cette monnaie-là, c'est qu'à l'occasion de sa production, Dupré a endossé, en plus de son rôle de graveur général, le rôle de directeur de la fabrication pour cette toute petite période, ça n'a duré quelques mois, mais il n'y a eu personne pour endosser la responsabilité de la fabrication, et c'est Dupré qui, très très transitoirement, a été directeur de l'atelier à Paris. Alors ensuite, on a toutes les monnaies toutes ces premières monnaies du système décimal exprimées en francs. Donc la première date clé, c'est le 28e Idor de l'an 3, donc le 15 août 95. On va dérouler de cette date-là jusqu'à la destitution de Dupré et à sa sortie du rôle de graveur. On va suivre tout l'enchaînement avec le choix des types et des gravures, les ébauches, tous les travaux pour la mise en production, tous les préparatifs qui se cachent derrière, en fait, simplement la production d'une monnaie. Il y a énormément de choses qui se cachent derrière. Donc, tout ça est décrit, et encore une fois, partant d'objets ou d'œuvres qui sont un petit peu uniques avec des gravures. Là, vous avez les deux extrêmes. Vous avez un dessin qui est détenu au Carnavalet, qui est en fait l'UF qui se trouve là. Donc, toute la démarche et toute la séquence est décrite avec un soin derrière de décrire à la fois et de replacer les acteurs dans la démarche qui a été celle de production de la monnaie. Alors, à l'occasion de cette reconstitution, quelque part, on s'est rendu compte qu'il y avait des faciales qui manquaient et qui étaient parfaitement identifiées, qui étaient parfaitement prévues au départ. Si vous reprenez ici, il y a on connaît la pièce de 1 centime, de 5 centimes, ça d'accord, la pièce de décime et de 2 décimes, donc là ce sont celles de l'an 4 qui ont été remplacées par la 1 décime ensuite, et puis la pièce de 5 francs. Quand on regarde ça, on se dit qu'il y a des trous quand même dans l'évolution. Là, ces trous, ils étaient prévus. Il était prévu une faciale de 2 centimes qui n'a jamais été frappée, il n'y a jamais rien eu du tout autour de ça. Mais il y avait aussi des pièces de 1 franc et 2 francs, qui devaient être des pièces en argent, plus petites que la pièce de 5 francs, que l'Union et Force qu'on connaît, mais avec le même type, ou en tout cas le même type de gravure et en tout cas la même symbolique. Et ce qui a empêché leur fabrication, c'est un problème de gravure et un problème de dimension. Parce qu'en fait, il fallait tellement les réduire que du point de vue de la gravure, ils n'arrivaient plus à faire le travail, et ça leur a posé des soucis techniques qui les a empêchés de produire ces deux faciales. À l'occasion toujours de cette recherche-là, on se dit la plus grande faciale, 5 francs, elle est en argent, c'est celle-là, quand on l'a dans la poche, on ne la perd pas.
Et là, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait une pièce en or qui devait être aussi, qui devait compléter ce système monétaire. Et le paradoxe de l'histoire, enfin le truc un petit peu singulier, c'est qu'elle n'était pas exprimée avec une valeur faciale, mais elle était exprimée avec une masse. Elle était exprimée 10 grammes en or. Et on avait une description textuelle en fait du revers, et on n'en avait pas d'illustration. Et là, je reviens à la vente de 2014. Et au milieu des deux différents dessins, qu'est-ce qu'on découvre? Ce dessin-là. Et ce dessin-là, c'est exactement la description de cette monnaie, de cette première monnaie qui aurait dû être en or et qui n'a jamais été frappée. Alors, ce dessin-là, on a réussi, après 2-3 négociations avec l'acheteur américain, à le récupérer. Donc, c'est dans le cadre du travail de l'association des Amis du Franc, on l'a racheté et on a fait graver, en fait, pour lui donner vie, pour lui donner du relief, on a fait graver la médaille. Alors, elle n'a pas le module qu'aurait dû avoir la pièce en elle-même. J'en ai là, je pourrais vous la montrer. Hein. Pour les présents, ils pourront la voir. Pour les autres, tant pis. Mais ça donne un relief, en fait, à ce dessin et ce qu'aurait dû être la première monnaie en or. Alors, pour mettre tout ça en musique, il y a une administration des monnaies. Alors c'est pareil, là on voulait replacer à la fois les acteurs dans le système administratif tel qu'il existe et tel qu'il a fonctionné. Donc on a cherché, découvert, c'est un bien grand mot, mais on a remis à leur place un certain nombre de personnes, donc des administrateurs, des experts. C'est en fait quand on reprend la liste des gens, là vous en avez un certain nombre à l'écran, mais quand on reprend la liste des gens qui sont là, on s'aperçoit qu'il y avait quand même des scientifiques de très très haute volée, des techniciens, des mécaniciens, des physiciens, des chimistes, qui en fait étaient dans l'ombre à travailler, que ce soit pour les alliages, pour les essais, pour la vérification, et tout ça sous la baguette du ministre des Finances. Alors là, vous en avez un, en la personne de Dominique Vincent Ramel. Tout ça était vraiment en lien étroit, et c'est toute la correspondance en fait entre l'administration des monnaies, ces différentes personnes et tous les ateliers, du prêt en tête et tous les ateliers derrière, qui nous a permis de réassembler et de reconstituer en fait tout ce qui était le fonctionnement de l'administration des monnaies et comment on arrivait et on déclinait les choses jusqu'au plus petit niveau de la production, au niveau de l'atelier, avec les liens, que ce soit au niveau des délivrances et des jugements des délivrances. Donc on est vraiment descendu jusqu'au niveau le plus bas pour arriver à décrire toute cette séquence de fonctionnement menant jusqu'à la production et la diffusion de la monnaie. Alors, le premier atelier qu'on a travaillé et sur lequel on a fait vraiment un travail important, c'est bien évidemment celui du prêt, puisque c'est de là que tout part. Quand il a pris le poste de graveur général, il a souhaité une centralisation de la gravure et une centralisation de la production des outils, de manière à ne plus laisser, donc avec une disparition des postes de graveurs particuliers, et parce qu'il ne voulait pas laisser à la main de tout, enfin de n'importe qui. C'est pas dit comme ça, mais c'est quasiment ce que ça veut dire. Il ne voulait pas laisser à la main de n'importe qui la réplication de ces gravures, parce qu'il voulait en avoir la totale maîtrise. Donc, on a tout un chapitre dédié à l'atelier du prêt. On est rentré un peu dans l'intimité de cet atelier au travers de ses employés. Il y a un certain nombre de choses qui rentrent dans la vie courante et dans les liens qu'il avait avec certains de ses employés. C'est là qu'on voit qu'il était stéphano et fier de l'être, puisqu'il y a un de ses protégés qui est devenu son œil dans l'atelier, qui lui aussi était stéphanois. On se rend compte d'un certain nombre de liens comme ça. Il y a d'autres choses au niveau des employés qu'on voit quand ils les défendent, quand ils prennent leur défense
vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de leurs demandes, parce que les armées, le ministère des Armées fait une réquisition, les employés sont dans le scope parce qu'ils sont dans la bonne tranche d'âge. Dupré n'hésite pas à prendre la plume et puis c'est deux courriers à deux ministres qui partent pour dire non, moi, ces gens-là, ils sont aussi utiles chez moi qu'ils le sont au front. Donc, il y a un peu toute cette vie-là qui est reprise. Et puis derrière, il y a bien évidemment toute la création des outils, que ce soit les outils originaux, les poinçons, les matrices, jusqu'à la reproduction et les méthodes de reproduction qui ont été utilisées. Et on a eu la chance, et là, je dois remercier la Monnaie de nous avoir ouvert les portes et nous avoir permis de le faire. On a eu la chance d'avoir des outils dans les mains. Alors ça, je dois dire que la première fois que ça m'est arrivé, j'ai eu un petit frisson dans le dos parce que d'avoir dans la main des outils qui avaient plus de 200 ans et qui tout d'un coup, je les avais là posés sur la table devant moi et j'avais la possibilité de les manipuler. Alors, pas n'importe comment. Il y a une photo de moi, hein, je vous dis, la main là, c'est la mienne. Donc les outils, je les ai pas manipulés n'importe comment, je n'ai absolument jamais mis les mains dessus et toujours ganté, parce qu'il était hors de question que je laisse la moindre de mes empreintes digitales sur ces outils-là. Ça ne ferait même pas mieux l'idée. Mais le fait de les avoir dans les mains comme ça, c'est vraiment quelque chose de très, très particulier, parce que quand on les regarde de près, on a les coups de ligne, on a les coups de burin, on peut distinguer vraiment, en regardant de très, très près, le travail. Et ça, c'est quelque chose qui a été d'une richesse au niveau de l'illustration pour donner vie un petit peu à ces outils. Et derrière, les explications qu'on donne Dupré et la manière dont il les commente nous a permis de savoir un petit peu comment ils étaient modifiés, en particulier au niveau des millésimes et des différents, comment le travail était fait. Ce qui nous a aussi donné des explications sur certaines erreurs, certaines fautes qu'on trouve et qu'on découvre sur certaines monnaies. Donc tout ça est décrit et passé en revue de manière à ce que, en ayant le déroulé de l'histoire, on se fasse un petit peu, en fermant les yeux, on se fasse le film de la création de ces outils et la manière dont c'était fait. Alors, on a fait aussi un petit focus sur les aciers, parce que sans les aciers, il n'y aurait pas les outils et donc il n'y aurait pas les monnaies. Donc, on a fait un petit travail sur justement les aciers, les approvisionnements, la nature même des aciers. Et donc ça, c'est un petit peu plus technique, mais ça explique aussi un certain nombre de choses. Alors, j'ai évoqué le cœur, en fait, de ce travail au départ, qui était la production monétaire. Chaque atelier a fait l'objet d'un traitement spécifique et bénéficie d'un chapitre à chaque fois. Alors, les chapitres, ils sont de taille très, très variable, hein, suivant les informations qu'on a pu recueillir. Le plus volumineux, c'est l'atelier de Paris, parce qu'il y a foison d'informations et on a vraiment un niveau de détail très, très poussé. À l'autre extrémité, on a l'atelier de Genève, où on a vraiment très, très peu d'informations, ou l'atelier de Metz. Alors là, on sait pourquoi on a malheureusement très, très peu d'informations. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands sont rentrés aux archives à Metz avec des grenades pour déloger les gens, et tout a brûlé. Donc là, le problème est tout simple, tout est parti en fumée. Donc malheureusement pour Metz, on n'a qu'une toute petite partie d'histoire, le début, quand les informations en fait sont encore mentionnées dans les registres qui sont ceux à l'époque de Paris, mais qui regroupent l'ensemble de l'information administration des monnaies. Et malheureusement ensuite, l'information est perdue. Alors, à chaque fois, on s'est attaché à reprendre le fonctionnement de l'atelier par le biais des personnes, le rôle des différents acteurs, qui, quand, quoi, pourquoi. Donc, c'est là qu'on découvre les rôles de directeur de la fabrication. Le directeur de l'atelier, c'est en fait à cette époque-là le directeur d'une PME, et pas quelqu'un d'appointé à l'administration. C'est vraiment un responsable d'une PME. Alors après, on découvre dans certains cas que le directeur de la PME en question prend certaines libertés avec les comptes, etc. Mais ça pourrait faire l'objet d'une présentation en soi, parce qu'il y a tout un tas de petites histoires comme ça qu'on a découvert au fur et à mesure de nos lectures.
Et puis, il y a par contre les gens qui sont là pour surveiller, hein, comme le commissaire national, le contrôleur du monnayage, qui eux, par contre, sont l'œil en fait de l'administration dans l'atelier. Et puis, bah, on va jusqu'au caissier qui, lui, est chargé de gérer les flux, quelque part. Et parfois, on a des informations aussi sur les ouvriers, hein, par heure ou monnayeur. Et on découvre un petit peu la vie des ateliers, on rentre un petit peu dans l'intimité de la vie des ateliers, comme ça, par ce biais. On a aussi pas mal de travaux qui sont sur les processus et les techniques de fabrication, qui nous permettent de savoir aussi, d'expliquer certains défauts, certaines erreurs, certaines choses qu'on découvre aujourd'hui sur la nature des alliages, sur le titre de certains titres, que ce soit en cuivre ou en argent, de certaines monnaies. On a aussi des explications parce qu'on est remonté jusqu'à la fourniture des outils et la nature même des outils. Quand je parle des outils, c'est les carrés, les points, que ce soit pour balancier ou pour mouton, parce que les deux types d'appareillage étaient en fonction à cette période-là. Donc ça, c'est des choses qui aussi permettent d'expliquer certaines choses au niveau de la présence ou non des monnaies, leur frappe, leur fréquence, etc. Et pour finir, d'expliquer aussi et de décrire certaines erreurs, certains artefacts de production, de voir sur certaines productions pourquoi on trouve des erreurs aujourd'hui alors qu'elles sont passées sous silence à l'époque et que les monnaies ont même été mises en diffusion. Donc chaque atelier est traité vraiment autour de ces aspects-là. Tous les chapitres en fait sont structurés de la même manière. On a une petite présentation, alors c'est une petite fiche, un petit synoptique, c'est une petite fiche de synthèse qui présente l'atelier, les acteurs principaux, et puis ses moyens de production, période et moyens de production. Comme ça, vraiment, on a une petite fiche synthétique. Et ensuite, il y a une grosse partie du chapitre qui est dédiée justement à tous ces événements autour de la vie de l'atelier. Qu'est-ce qui s'y est passé? Qu'est-ce qui explique que par période l'atelier cessait de fonctionner? Il y a des fois, c'est simplement parce que la foudre est tombée sur la salle du monnayage, donc il faut attendre d'avoir des travaux, donc ils envoient, il nous faut des devis, on a besoin voilà, ça va coûter tant, etc. Donc on a ces éléments-là qui apparaissent et qui nous permettent de donner quelque part une explication à la manière dont l'atelier a vécu et dont il a produit la monnaie à cette période-là. Les capacités de production balancier mouton sont à mettre en regard avec la fourniture des outils, donc la fourniture des points. Là encore, ça nous a permis, en faisant un travail de recollement d'informations, de recoupement, de travailler sur les calendriers, de savoir et de donner des explications sur l'existence ou non de certaines monnaies par période. Et puis, pour finir, tout ce qui est délivrance, parce qu'au final, c'est là que sont jugées les quantités produites. La dernière partie de chaque chapitre fait un inventaire exhaustif de ce qui est connu, alors à date de production de cet ouvrage. Je ne me fais aucune illusion, on va en trouver d'autres, puisqu'on n'est pas au bout de nos surprises. Mais cette liste-là, en fait, on l'a illustrée. Là, encore une fois, on a souhaité vraiment faire un effort au niveau de la présentation, au niveau de l'illustration, de manière à ce que chaque exemplaire identifié soit illustré par un exemplaire sous forme d'une photo. C'est-à-dire que chaque ligne où on dit, voilà, la monnaie existe, en vis-à-vis, on a le cliché d'une photo. Donc ça représente 14 chapitres plus 1, parce que là, il y a les 14 ateliers qui ont frappé de l'argent ou du cuivre à cette période-là. Il y en a un autre qui ne figure pas là pour une raison toute simple, c'est que tout était prêt pour qu'il active la frappe et ça a été stoppé net. C'est l'atelier de Toulouse qui a été complètement écarté au profit de celui de Bordeaux. Mais malgré tout, on a fait une petite bricole sur l'atelier de Toulouse pour ne pas l'oublier, parce que tout était prêt. Il y avait même les fournisseurs de cuivre, ils avaient vraiment tout était prêt à démarrer, mais les gens à Bordeaux devaient être mieux introduits dans les bons cercles et l'atelier de Toulouse a été écarté au profit de celui de Bordeaux. Alors, quand on parle de variété et
variantes existantes, juste avant, il y a bien évidemment tout ce qui est des essais. Alors ça, c'est pareil, on a souhaité faire un chapitre vraiment dédié et travailler sur… Alors l'exhaustivité, c'est très compliqué, mais à minima la complétude de ce qui existe et de l'illustrer à chaque fois de manière à présenter vraiment les exemplaires tels qu'on les a aujourd'hui et tels qu'on peut les découvrir. Alors que ce soit pour la préparation des nouveaux types, on en a des exemples là avec la 10 centimes au serpent et à la massue qui n'a jamais été produite, mais qui, au titre d'essais, a été travaillé jusqu'à la production et ils ont fait un certain nombre d'essais d'alliage sur ce type-là. Des clichages en étain, des tests sur de nouveaux alliages, donc avec celle-là. Il y a aussi des tests sur des techniques de frappe, et en particulier l'emploi de la virole. Il y a des essais sur les épreuves de points. Alors, les points étaient testés à plusieurs reprises avant d'être donnés bons pour le service. Alors, les monnaies de cuivre, on frappait ça soit sur des monnaies qui étaient déjà des monnaies courantes. Ils récupéraient des 3 sols, des 6 sols, et puis ils faisaient des frappes un peu sauvages dessus pour voir si les coins tenaient. Mais pour les monnaies en argent, il ne s'agissait pas d'utiliser des flancs en argent ça n'avait pas tout à fait la même valeur. Et les EF étaient aussi frappés parfois sur du cuivre. Et là, on en a un exemple ici. Et donc là, ce sont deux coins deux avers. Là, vous avez les deux faces de la même pièce d'essai. Donc, tous ces essais-là, en fait, on les a vraiment rassemblés de manière à avoir une vision d'ensemble sur, encore une fois, ce qui, du point de vue des essais et des épreuves, existe aujourd'hui, en tout cas, est connu autour de ce monnayage-là, y compris des monnaies apocryphes comme celle-là, qu'on voit passer régulièrement depuis peu, mais qui manifestement n'est absolument pas de l'an 10. Alors, on a, parce que cette époque-là, c'est une époque un petit peu de foisonnement, on a souhaité faire un chapitre spécifique sur le faux monnayage, parce que dans tous les courriers du prêt avec l'administration, il y a quelque chose qui revient très, très régulièrement, c'est sa demande d'expertise. Et ça, c'est des courriers qui reviennent vraiment à une fréquence assez élevée, où on lui transmet 1, 2, 3, 5 monnaies, on lui demande son avis, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles ne sont pas bonnes, est-ce que la gravure est correcte et est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses, est-ce que le métal n'est pas le bon. Alors, c'est illustré de manière un peu brutale par ce dessin-là, qui est un dessin du prêt. La loi récompense le contrefacteur, le contrefacteur. Oh là là, quel lapsus! Quel lapsus! Malheur. Et récompense le dénonciateur. Alors, si vous faites attention, vous apercevrez que sous les pieds de la justice, là, celui qui a fauté, il est décapité. Je confirme, là, il est bel et bien décapité. Alors, ce qui est rigolo sur ce dessin-là, alors ça se voit peut-être pas forcément très très bien, il y a un trait à cet endroit-là, et en fait, le dessin se déplie, et dessous, il y a autre chose. Il y a une autre version du même dessin. Donc, c'est quelque chose d'assez rigolo. Donc, on a souhaité rassembler en fait toutes ces informations-là, parce que alors l'idée est partie de quelque chose. Alors on trouve régulièrement, en particulier pour les Dupré cuivre, on trouve entre guillemets un verbiage, en tout cas une dénomination de monnaie en métal de cloche. Le bronze des cloches, si vous essayez de le frapper, il va arriver une seule chose, non, deux choses. Si vous frappez pas fort, ça va sonner. Si vous frappez plus fort, ça va casser. On ne peut pas frapper le bronze de cloche pour faire du monnayage. Mécaniquement, il y a un problème. Donc ces monnaies-là, en fait, elles étaient fondues, c'était coulé. Et la méthode de couler, elle est très très simple. C'est une méthode qui est antédiluvienne, et c'est encore utilisé aujourd'hui dans certaines fonderies. C'est un mélange sable-argile. Vous prenez une empreinte, recto verso, et puis vous faites une coulée à l'intérieur. Alors, ça se voit tout de suite. Parce que le champ
il est très granuleux, ça ce sont les traces de sable, et deux, vous n'arrivez absolument pas à avoir le détail et la finesse de la gravure que vous avez quand vous faites une frappe. Et donc ces monnaies-là, on en a une description par Dupré qui est reprise par l'administration et qui décrit vraiment par le menu comment reconnaître ces monnaies qui étaient coulées, qui étaient manifestement des faux, dans une production qui, elle, est parfaitement vraie. Alors, on a eu la chance, parce qu'il y a 2-3 personnes comme ça qui sont des collectionneurs un peu affûtés et qui cherchent et qui traquent justement ces monnaies-là. On a eu la chance d'avoir entre les mains un corpus de à peu près 90 monnaies. Donc, il n'y en a pas tant que ça, hein, il n'en reste pas tant que ça aujourd'hui. Et on a pu les faire analyser. Alors, on les a analysés en FluoX, qui nous permet, alors en spectroscopie de fluorescence X, je vais dire le mot complet. Et alors ça, c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est une analyse qui est relativement rapide. L'inconvénient, c'est que c'est une analyse de surface. C'est une analyse multi-élémentaire qui va nous donner quelque part la composition, si on fait une exposition sur une surface suffisante, qui va nous donner en fait la composition de l'alliage. Et bien, ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas du métal de cloche. Enfin, si, c'est du métal de cloche. Il y en a. Dans le total, en fait, il y a à peu près 1/3 de laiton et 1/3 de bronze. Donc, les laitons, ce n'est pas du métal de cloche du tout. Et dans les bronzes, il y a entre 1/4 et 1/3 qui sont des bronzes de cloche et le reste, c'est tout autre chose. Donc, en fait, ils utilisaient à peu près tout et n'importe quoi, tout ce qui leur passait sous la main et tous les alliages de cuivre qui étaient utilisables. Alors, on a du bronze pour l'armement, on a du bronze d'ornement, on a du bronze pour miroir, on a des laitons qui sont utilisés pour l'accastillage, les laitons de marine. Donc, on a vraiment une variété de typologies au niveau des alliages qui est extrêmement importante. Donc, plutôt que de parler de métal de cloche, moi, je parle de cuivre non épuré parce que le métal n'est pas du tout au titre où il devait l'être et n'est pas du tout l'alliage qu'il aurait dû être. À cette époque-là, le cuivre, ces monnaies-là, donc ce qui est dit la petite monnaie, donc la monnaie de cuivre, le titre officiel, c'est 980 millièmes. Donc, c'est quand même un cuivre qui est de très, très bonne facture, hein, qui est pas du tout un cuivre. Le bronze des cloches, le cuivre est à peu près 780 millièmes. À quelques nuances près, voilà. Donc, on est quand même relativement loin de ce qu'était du titre officiel. Donc tout ça, ça fait l'objet d'une description, d'un détail, de commentaires sur les analyses au niveau des monnaies pour illustrer ce qu'était le faux monnayage potentiellement à cette période-là. Alors, on a un exemplaire d'une UF qui manifestement c'est un alliage plomb éteint. Alors celle-là, on n'en a plus hein, parce qu'elles sont toutes passées à la trappe et toutes passées à la fonte. Donc ça, c'est un exemplaire. Voilà, je sais qu'il en existe une, je sais entre les mains de qui elle est. Il y a son nom, il doit être quelque part en train de m'écouter. Mais voilà, c'est vraiment un exemplaire exceptionnel. Alors, on est passé au faux, aux copies et puis au détournement. Alors, les faux, on trouve des faux assez rigolos. Pendant très longtemps, il y a eu cette 3 centimes hein, qui a traîné, machin. Bon, celle-là, c'est manifestement un faux pour avoir pu l'étudier de près. En fait, je sais exactement comment ils ont fait un 3 à partir d'un 5. C'est simplement avec de la résine et de l'acide. On redessine un 3 avec de la résine, on passe la surface à l'acide et on fait ressortir, on efface la partie en relief pour en faire apparaître une autre. Et c'est comme ça que, par exemple, il y a une An4L qui n'existe absolument pas puisqu'elle était fabriquée à partir d'une An4I. Et pareil, elle a été traitée en surface de manière à faire apparaître quelque chose. Donc, on a aussi identifié et pointé un certain nombre de choses. Alors, ça nous a permis d'effacer des tablettes et de ranger en mauvaise lecture ce type de faux qui sont manifestement issus pour un certain nombre d'une seule et unique collection qui a été donnée à la monnaie. J'ai plus la date exacte, mais je crois que c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et tout est identifié avec le nom de la même personne. Donc, est-ce que c'est lui qui avait trafiqué le truc ou est-ce qu'il s'était fait avoir en ramotant les choses? Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais donc, on a aussi un petit peu travaillé là-dessus. Ça nous a conduit à aussi
arriver à ce qu'on a appelé les détournements. Alors, on n'est plus tout à fait sur exactement les monnaies produites, en tout cas exactement la période du prêt, hein, quand on prend par exemple le détournement sous forme de jetons ou sous forme de médailles de mariage. Hein, celle-là, elle est même datée de bien plus tard, hein, puisqu'il y a le millésime de 1874, mais la gravure, c'est toujours l'Hercule hein, de Dupré. On a trouvé aussi certaines monnaies, alors il y en a un peu moins, mais on a trouvé certaines, c'est ce qu'on appelait les détournements politiques. Alors là, vous en avez un exemple, inutile de dire qui a regravé par-dessus, hein, c'est suffisamment explicite, mais on en a quelques-unes comme ça qui existent, hein, qu'on a recensées aussi. Alors, l'intérêt des UF, c'est que ce sont des monnaies qui ont circulé jusqu'à la Première Guerre. Elles ont été démonétisées à la Première Guerre mondiale. Donc, on a une période de circulation qui est extrêmement longue pour une monnaie qui avait une valeur intrinsèque relativement élevée. Donc, les gens y ont fait attention. Et du coup, il y a un certain nombre de choses. Alors, modulo quelque chose que je vais évoquer juste après, mais il y a quand même il y a eu un souci, en fait, d'évaluer en fait ce qu'était la rareté ou la persistance de la circulation des 5 francs Union et Force dans la circulation monétaire courante à la toute fin du 19e. Alors, le premier à avoir fait ce travail-là, c'était Alfred de Fauville, qui a commencé en 1878 et qui en a fait une deuxième version en 1893. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait déjà, il estime à peu près 92% le nombre d'unions et forces qui avaient déjà disparu de la circulation, qui avaient déjà été refondues, soit pour récupérer l'argent, soit pour récupérer les traces d'or qu'il y avait dans les monnaies en argent, qui séparaient l'or et l'argent. On était arrivé à un niveau de raffinement au niveau du raffinage des métaux qui permettait de récupérer ces quelques millièmes d'argent, mais au final, sur des gros volumes, ça finissait par être complètement rentable. Il y a un autre recensement qui a été fait à la toute fin alors demandé par le ministère des Finances, à la toute fin du 19e, hein, en 1897. Et puis, il faut attendre à peu près 100 ans pour avoir un nouveau pointage, c'est celui de Fontanon en 1998, sur à peu près 20 ans de vente. Donc, il a épluché à peu près 20 ans de catalogue de vente. Et puis, il y a plus récemment, donc c'est Philippe Terret qui avait fait un pointage sur 2 années pleines sur des ventes et en particulier sur les ventes sur eBay. Je ne veux pas faire de pub, mais bon, c'est là que l'essentiel a été fait, de manière à voir et à essayer de donner à la fois des indices de rareté qui étaient cohérents avec les productions telles qu'on a pu les identifier, telles qu'on a pu les rapporter, et puis ce qui était aujourd'hui en circulation en vente. Et c'est là qu'on s'est aperçu d'une surreprésentation, mais quasiment systématique, de toutes les frappes pour Bordeaux. Et donc là, je reviens sur ce que disait le directeur de l'atelier et le directeur d'une PME. À Bordeaux, il a pris certaines libertés avec les productions. Et aujourd'hui, en fait, on a, mais autant pour les cuves que pour les argents, une surreprésentation des monnaies bordelaises. Parce qu'en fait, il y avait la production officielle et puis il y avait la production du directeur, avec les mêmes outils. En fait, il frappait jusqu'à ce que les outils éclatent, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rien rendre. Mais lui, il avait fait son quota de frappe et tout le surplus, c'était pour lui. Sauf qu'aujourd'hui, on les retrouve. Et en travaillant sur les indices de rareté, sur ce qu'on retrouve aujourd'hui, on arrive à identifier ce genre de choses. Donc, ce travail-là a permis de mettre en avant ce type d'information. Aujourd'hui, le taux de survivance, il est compris entre 1 pour 750 et 1 pour 900 en termes de production. Alors ça, ce sont des chiffres qui ont été évalués sur les productions, sur les tirages inférieurs à 10 000 exemplaires. Sur les productions plus larges, c'est un peu plus compliqué à faire, mais globalement, le taux de survivance, il est à peu près de ce niveau-là. Alors, en parallèle, il y a un autre travail qui a été fait sur les états de conservation. Alors, ont été laissés à l'écart, bien évidemment, toutes les UF qui sont données aux gradeurs et qui, eux, sont dans les états les plus hauts, les plus élevés. Hein, donc, les choses qui correspondent, en fait, dans les 2 graphiques qui se trouvent en pied de page, là, qui sont les queues de distribution, qui sont les 0 et quelques % qu'on trouve là.
Mais globalement, que ce soit pour des ventes sur Internet ou des ventes chez des professionnels, la distribution en termes de grades est à peu près la même. Et on retrouve aujourd'hui des grades moyens pour les UF qui sont à peu près d'un niveau 25. Donc, quand vous avez des monnaies rares qui sont de ce grade-là, il ne faut pas hésiter. Mais quand vous avez des monnaies même pas rares, mais qui sont dans des grades significativement plus élevés, là non plus, il ne faut pas hésiter parce que globalement, la majeure partie de celles qu'on trouve aujourd'hui sont centrées sur ce grade-là. Donc, ce travail vraiment a été fait sur les UF. Il est extrêmement compliqué à faire, voire quasiment impossible sur les cuivres. Parce qu'en fait, les cuivres ont été majoritairement fondus dans la deuxième moitié du 19e, et puis le cuivre a été récupéré ensuite au moment de la Première Guerre mondiale. Donc, faire un travail comme ça sur les cuivres est complètement impossible. On vous donnerait des chiffres complètement aberrants et on n'aurait pas du tout le même niveau de précision et la même qualité de résultat. Alors, un dernier travail, et ça a été... ça, on s'est brûlé les yeux pour faire ça. Hein. C'était vraiment très, très compliqué. L'état de conservation, c'est toujours quelque chose de très subjectif. Quand on a la monnaie sous les yeux, quand on la prend, il y a bien souvent, il y a la vie de l'acheteur, la vie du vendeur. Hein. Classiquement, c'est ce qu'on dit. Et le travail des gradeurs est souvent macroscopiquement sur tout l'aspect de la pièce. Ce qu'on a cherché à faire, c'est d'avoir une méthodologie vraiment la plus rigoureuse possible et la plus systématique. Déjà, première étape, distinguer l'avers et le revers, voire donner des informations sur la tranche, mais à minima distinguer l'avers et le revers, parce que la manière dont la monnaie va s'user n'est pas la même. Ensuite, on a travaillé sur d'une dizaine, une vingtaine de points de vérification et leur progression au niveau de l'usure, de manière à toujours avoir la même lecture de la même zone de la pièce, de façon à vraiment donner une évaluation. Et donc ça nous a donné, donc on a travaillé sur des centaines et des centaines de clichés de tous états de conservation. On a essayé de couvrir l'ensemble des grades possibles, hein, de 0 à 70. Alors 0, c'est facile, hein, on prend une savonnette, hein, une plaque et puis il n'y a rien dessus. Mais quand on s'attaque aux grades les plus élevés, ben là, ça devient coton parce qu'il faut vraiment arriver au niveau de détail. Il faut vraiment arriver à qu'est-ce qu'on efface vraiment comme point de détail permettant de passer d'un grade à un autre. Donc là, vous avez seulement deux exemples. Hein, ce sont deux extractions du nuancier qu'on a créé pour les argents et pour les cuivres, donnant vraiment une lecture beaucoup plus simple et en tout cas beaucoup plus systématique que ne le ferait un grading macroscopique sur la monnaie. Alors ça, on a mis en ligne une petite moulinette qui permet justement, en donnant point par point, donc là par exemple pour les cuivres, sur l'avers, il s'agira d'écrire le haut du bonnet, mais aussi la base du bonnet, hein, puisque voilà, les languettes à la base du bonnet ont leur progression au niveau de la dégradation et au niveau de l'usure différent de certaines autres zones. Donc, distinctement, par petites pastilles comme ça, on vous propose de regarder vraiment l'ensemble de votre monnaie pour arriver à la grader, pour au final avoir quelque chose qui vous donne vraiment une évaluation. Et normalement, si vous donnez votre monnaie à 3 personnes qui suivent exactement ce nuancier et cette systématique, vous devez avoir un résultat qui, à 1 ou 2 points près, doit donner la même chose. Sinon, il y en a un qui s'est gouré et il y en a un qui n'a pas voulu lire les choses de la bonne façon. Donc, voilà un petit peu le tour sur tout ce travail autour de la production du prêt. Alors, même si, effectivement, le cœur de l'ouvrage, c'est vraiment sur le travail monétaire, on a vraiment débordé très, très largement sur ce qui a été le travail de Dupré en tant que graveur, en tant que médailleur, en plus de son travail en tant que graveur général. Donc, en fait, j'aurais envie de paraphraser ce qui se trouve sur une médaille de Lavoisier que Dupré a gravé, que c'est un hommage à
à Dupré, parce que pendant plus de 200 ans, les gens ont eu certaines de ces œuvres dans les poches, sans même savoir qui l'avait gravé, qui les avait faites. Et pourtant, il y a certaines choses, les gens ont très certainement l'Hercule ou le génie, pour ceux qui ont vu des monnaies en or de la deuxième moitié du 19e, c'est des choses, c'est des gravures qui doivent parler un peu. Et pourtant, bien souvent, quand on parle de Dupré, les gens ne savent pas qui c'est. En France, à ma connaissance, il y a une école, une rue, et j'ai oublié le troisième truc. Alors, à Armentières, il y a l'école et il y a la rue. Et à Saint-Étienne, c'est une avenue, je crois. C'est une avenue, Augustin Dupré. Et c'est tout. Donc, en fait, les gens ne savent pas qui c'est. Voilà, tout simplement. Au moment de finir, remercier tous les gens qui se cachent derrière ce travail-là, ça serait compliqué, parce ça prendrait pas mal de temps, parce qu'il y a énormément de monde. Mais il y a quand même un certain nombre d'institutions qui ont été des points clés, et la Monnaie de Paris en fait partie, qui ont été vraiment des acteurs majeurs dans cette histoire-là. Encore une fois, et là je profite que Jean-Marie Darnis est avec nous pour le remercier, parce que la première fois que j'ai mis les pieds ici à la Monnaie pour aller chercher dans les archives, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je ne sais plus dans quel ordre, Philippe ou moi, je ne sais plus lequel des deux qui est le premier. Voilà. Et ça fait une vingtaine d'années. Ouais. Philippe travaillait sur les cuivres et moi sur les argents, et moi je travaillais sur les cuivres. Et puis voilà, il y a une étincelle qui a un très bon travail de soudeur. Très bon travail de soudeur. Donc voilà, les remerciements prendraient énormément de temps, mais il y a quand même derrière, majoritairement, il y a vraiment des institutions qui ont su conserver, conserver ces œuvres-là et nous ouvrir les portes et nous permettre d'accéder en fait à cet ensemble à la fois de documents et d'œuvres. Là, vous avez une illustration, encore une fois, de toute la démarche du dessin, une cire, un plâtre, un poinçon et un cliché en étain, traçant vraiment toute une démarche permettant d'arriver jusqu'à l'objet qu'on a eu dans les mains, les monnaies, avec son nom dessus. Voilà, je vous remercie.